Il est 14h29. Nous allons commencer la séance. Bonjour à tous. Sur l'écran, je vois Gérard Benoît. Bonjour Gérard. Je vois Gérard Zong. Bonjour. Je vois Bernard Cron. Bonjour. Puis Gabriel, mais c'est plutôt un fond nuageux. Jacques Hubert. Bonjour Jacques. Gabriel Sadoun. Bonjour. Et, oui, il y a aussi Maxime Ballet, mais il est caché derrière. Oui. Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer cette très belle séance de communication libre. Elle a été organisée et elle sera modérée par notre secrétaire général Hubert Johannet. Je donne d'abord la parole à Maxime Ross. Non. Après. À Jean-Louis Béraud, un de nos secrétaires annuels, avec Maxime Ross. C'est Jean-Louis Béraud qui présente aujourd'hui le compte-rendu de la séance de la semaine dernière, qui était sur l'avenir en neurologie pédiatrique, recherche et perspective. Elle était organisée et modérée par François Varlet de Saint-Étienne. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, cette séance concernait donc l'avenir en chirurgie, en urologie pédiatrique, avec recherche et perspective. Le premier orateur, Aurélien Scalab de Saint-Étienne, a montré l'intérêt de la métabolomique urinaire dans les dilatations pédiques de diagnostic anténatal. Dans 1% des grossesses, on retrouve une dilatation des voies urinaires du fœtus. Après la naissance, les enfants sont suivis cliniquement et échographiquement. Dans 50% des cas, ces anomalies disparaissent. Lorsqu'elles persistent, elles peuvent conduire à un acte chirurgical, en particulier dans le syndrome de jonction, qui peut conduire à la mort du rein en l'absence de geste. Pour essayer de trouver un facteur prédictif, les profils métaboliques des urines des enfants malades et ceux d'un groupe témoin ont été comparés par spectrométrie RMN. On retrouve un profil spécifique concernant les anomalies patentes, alors que les profils des enfants présentant des anomalies régressives ressemblent à ceux des sujets de témoins. Ceci peut donc permettre d'alléger la surveillance dans un cas et de proposer une chirurgie plus précoce dans l'autre. Ces développements font partie des perspectives nouvelles de la médecine personnalisée. Question, François Varlet. Faut-il ponctionner la vessie du fœtus? Réponse, ce n'est pas anodin. Pour les valves de l'urètre, cela a été étudié. La méthode est simple, échantillon d'urine, et même lorsque les urines d'un rein sain et d'un rein malade sont mélangées, on retrouve une métabolomique particulière. Richard Villet, comment connaître exactement la fonction de chaque rein? On complète par une scintigraphie. Philippe Marr, peut-on avoir un recueil par ponction du bassinet? C'est intéressant, mais tout de même invasif, donc on cherche à l'éviter. Albert-Claude Benamou, chez les patients opérés, retrouve-t-on les mêmes anomalies urinaires? Y a-t-il une anomalie histopathologique? Le profil reste perturbé, mais on n'a pas d'études comparées, cependant, avec les profils témoins dans le temps. Hubert Johannet, quel a été le délai entre la demande de PHRC et la publication des résultats? 10 ans. Deuxième communication, Aurore Bouty de Lyon, génétique et anomalies du développement génital. Les anomalies du développement génital concernent environ une naissance sur 4000. La plus fréquente est l'hypospadias, sur 400. L'analyse génétique a fait des progrès colossaux depuis le karyotype jusqu'au séquençage complet. Les analyses améliorées d'année en année montrent que la détermination et la différenciation sexuelle dépendent de l'activation ou de la répression dans l'expression de nombreux gènes. Des variations surviennent sur des séquences codantes ou non codantes, régulatrices. On découvre un rôle encore mal connu de l'épigénétique. L'analyse génétique doit maintenant faire partie de l'évaluation des patients, au même titre que le bilan endocrinien. Question, François Varlet, comment fait-on en pratique chez un enfant présentant ce type d'anomalie? Le cas est étudié en RCP et des prélèvements pour recherche génétique sont effectués en fonction du contexte. Philippe Marr, la génétique va-t-elle nous aider pour mieux choisir le type et le moment du geste chirurgical? Nous n'en sommes qu'au début, mais cela aidera à mieux préciser les choses et à prévoir un peu le comportement, donc à adapter au mieux la thérapeutique individualisée. Hubert Johannet, avez-vous retrouvé des modifications épigénétiques? Certains modificateurs endocriniens pourraient intervenir. Richard Villet, a-t-on étudié ces anomalies chez les ascendants et dans la descendance? On n'a pas retrouvé d'anomalies chez les parents, ce sont des anomalies de novo. Il n'y a pas encore d'études sur la descendance. Troisième communication de Mathieu Pesselon de Paris. Intérêt des bases de données dans la recherche et l'expertise
de la chirurgie des malformations rares de la vessie. Les bases de données permettent d'étudier ces résultats personnels, de réaliser des études rétrospectives, prospectives et d'établir des registres. Un recueil de données exhaustif est essentiel pour la qualité du travail. Dans les pathologies rares, il faut avoir des effectifs suffisants, donc, bien sûr, des bases élargies. On montre l'intérêt d'un tel travail à partir d'une importante base de données, l'hôpital d'enfants d'Indianapolis, établi en 2000, qui concernait 1491 enfants présentant des anomalies vésicales graves qui ont été suivis entre 5 et 16 ans. Cela a permis 190 publications, dont certaines ont contribué grandement à l'amélioration de la prise en charge de ces patients. Dans l'avenir, l'intelligence artificielle aidera à gérer les big data, mais il faut insister sur la qualité indispensable du recueil des données, les problèmes de stockage, de capacité d'exploitation, de sécurité et d'éthique. Nombreuses questions. François Varlet, à partir de la base de données présentée, a été montrée l'importance de la transition pour le suivi entre chirurgie infantile et chirurgie d'adultes, car ces patients devenus adultes doivent être suivis par des chirurgiens qui connaissent ces pathologies particulières. Question, comment faire avec les données fausses? Il y a des procédés statistiques qui permettent d'en tenir compte, test d'imputabilité. Développons d'autres bases. Oui, par exemple sur la l'atrésie de l'œsophage. Mais il y a un manque de moyens. Les centres de maladies rares sont bien adaptés pour cela. Albert-Claude Benamou, qu'en est-il des bases de données européennes? Comment utiliser l'intelligence artificielle? Il y a plusieurs bases européennes, nous y participons. L'intelligence artificielle a comme intérêt de trouver des corrélations auxquelles l'on n'aurait pas pensé, mais cela nécessite bien sûr des bases très larges, pouvant poser des problèmes de confidentialité et d'éthique. Joannet, commentaire. De nombreux chirurgiens libéraux ont des bases de données personnelles qui souhaiteraient intégrer à des bases hospitalières universitaires, mais il y a des blocages logiciels empêchant un transfert aisé. Comment suivre les bases de données dans le temps et les faire évoluer? Lorsqu'on se pose une nouvelle question, on reprend les dossiers, et si, avec le statisticien, on retrouve des erreurs, on revoit les données et on peut écarter les dossiers. La collaboration entre cliniciens et statisticiens est bien sûr essentielle. Richard Villet, il faut évoquer aussi, premièrement, la propriété des bases de données et les problèmes qu'elles posent. Deuxièmement, le contrôle des résultats, car ces nouveaux procédés vont faire apparaître des corrélations qui ne sont pas forcément des causalités. Alain El Khomeni, commentaire. Les problèmes de recueil et de financement montrent nettement le manque de moyens pour la recherche clinique à l'hôpital, même en centre expert. Alice Faure de Marseille a présenté la place du laser Olmiomiag en urologie pédiatrique. Ce laser est très intéressant, c'est le couteau suisse en urologie de l'enfant, car la fibre est très fine, elle entre dans l'oscope pédiatrique, et ce laser qui ne pénètre pas en profondeur est très efficace pour détruire tout type de calcul et pour sectionner ou coaguler. Pour détruire les calculs, on réalise une fragmentation ou une pulvérisation en modifiant la fréquence et l'énergie délivrée, ainsi que la durée des impulsions. On doit effectuer des manœuvres endoscopiques pour l'évacuation. La section est très efficace pour traiter les diverticules caliciels, les valves de l'urètre et les urétérocèles sans risque, sous courant d'eau et en gardant la fibre au contact. On augmente pour cela la fréquence et la quantité d'énergie. De nouveaux lasers plus performants sont à l'étude. François Varlet, quelles sont les complications? Le laser en soi n'est pas dangereux. C'est l'urétéroscope qui, mal manié, peut créer des plaies. Le maniement du matériel qui est fin et de la fibre laser nécessite une expérience, de même que le paramétrage. Philippe Marc, comment réalisez-vous la formation et l'évaluation? Avez-vous des registres éventuellement communs avec d'autres services? L'endo-urologie pédiatrique est délicate. Nous organisons des formations sur modèle animal, le porc, et nous allons développer la simulation. Nous avons nos registres personnels, mais pas encore de registres communs. Dernière communication, Thomas Blanc de Paris, reconstruction en 3D de la structure des néphrons. L'insuffisance rénale est due à des altérations des néphrons, l'unité fonctionnelle du rein, chaque rein humain en contient 1 million. Le but du travail, mené chez la souris, est de mieux comprendre l'hétérogénéité des lésions rénales. Grâce à des techniques particulières de préparation histologique, un microscope spécial biphoton et l'utilisation de l'intelligence artificielle, la reconstruction 3D du rein est possible et l'on suit tous les segments du néphron. On découvre par exemple comment la vascularisation peut modifier la conformation et le trajet de certaines parties du néphron, les tubules. Dans les maladies kystiques, l'on peut voir où sont les altérations et comment certains tubules s'adaptent pour conserver la fonction du néphron. Grâce à cette connaissance anatomique 3D, l'on peut espérer mieux appréhender le processus de dégénérescence néphronique dans la pathologie obstructive, par exemple.
François Varlet, c'est intéressant pour prévoir l'évolution et non pour le diagnostic. Faudra-t-il faire aussi des biopsies? Oui, cela devrait permettre de savoir quels enfants vont dégrader leur fonction rénale et pourraient être opérés précocement. Pour éviter les biopsies, l'on réalise des reconstitutions 3D. Conclusion de Philippe Marre. Je remercie François Varlet d'avoir improvisé cette très belle séance en remplacement de la séance prévue de longue date sur les anomalies du développement génital et décommandée en raison d'un contexte psychologique très défavorable. Cela souligne le dynamisme de la nouvelle génération des jeunes urologues qui a répondu immédiatement favorablement. L'ensemble de ce programme très spécialisé a bien reflété l'évolution de l'approche mini-invasive des pathologies infantiles en combinant les améliorations technologiques, laser-YAG, anatomiques, organisation du néphron, et biologiques, métabolomiques et génétiques du développement génital. Le développement des procédures interventionnelles soulève la question de leur apprentissage et surtout de leur évaluation grâce à la multiplication des données dont la qualité du recueil est la clé de leur valeur scientifique. L'Académie accueille depuis des années les travaux de Master 2 des jeunes chirurgiens dans 2 séminaires de recherche fondamentale et de recherche clinique organisés par Dominique Franco, séminaires dont le contenu se rapproche beaucoup de ce que vous nous avez présenté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis. S'il n'y a pas d'opposition, le compte-rendu de la séance est adopté. Je passe maintenant la parole à Hubert Joannet, notre secrétaire général, qui va vous présenter l'ouvrage écrit par Olivier Pinelli, un des intervenants de cet après-midi. Oui, Monsieur le Président, donc nous avons coutume d'annoncer les ouvrages qui ont été écrits par les académiciens que nous recevons régulièrement. Donc nous vous présentons aujourd'hui une brève histoire de la chirurgie. C'est un petit ouvrage qui est très simple à lire et qui est surtout très intéressant parce que ça reprend les principales étapes, ça s'adresse aux internes, et c'est très bien conçu. Et donc nous allons, comme c'est l'usage, mettre ce livre en page d'accueil du site. Et nous sommes ravis de faire la publicité. Pierre-Olivier Pinelli, qui fait partie des orateurs de cette session, pourra dire quelques mots lorsqu'il interviendra. Voilà, Monsieur le Président.